François Fillon, son programme, on va en parler. Écoutez cet extrait, il date de la veille de l'élection au deuxième tour. François Fillon visitait une usine de Vialet, des casques de son, une entreprise française très performante. Écoutez-le. L'économie française, son avenir, c'est pas le conservatisme, c'est pas on reste assis sur ce qu'on a et surtout on bouge pas. C'est comment donner un maximum de chance à des entreprises comme de Vialet pour innover et puis ensuite pour commercialiser dans le monde entier. C'est de là que se jouera l'avenir de la France de demain, c'est là que se joueront les emplois. Et c'est pour ça que je veux mettre en place des politiques fiscales, des politiques en matière de marché du travail, des politiques en matière de soutien à l'innovation, qui soient toutes tournées vers ce développement. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez publié Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi du travail aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci Marc Toiti. Bonsoir. Économiste, président du cabinet AC Défi. Et vous avez publié La fin d'un monde aux éditions Hugo et compagnie. Pour vous Marc Toiti, le programme de François Fillon, c'était le meilleur parmi celui des candidats à la primaire. Vous l'aviez noté 7 sur 10. Pour vous, c'est Thatcher ou Schröder ? Je dirais que c'est quand même plutôt Schröder. C'est vrai c'est que 7 sur 10, c'est-à-dire qu'on peut effectivement améliorer, je pense, la situation. Pour aller vers Thatcher ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que le vrai enjeu, il était clair, c'est que, d'ailleurs, ce qui me différencie, c'est notamment d'un point de vue de la pression fiscale sur les ménages. Moi, je préconise notamment une baisse de la CSG pour justement donner de la confiture pour faire passer la pilule. Et après, effectivement, néanmoins, c'était celui qui se rapprochait le plus, ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Alors, c'est qu'on dit que c'est un oxymore, c'est-à-dire thérapie de choc bienveillante, c'est pas possible. Si, c'est-à-dire qu'il faut pas uniquement la rigueur pour la rigueur, c'est clair que ça ne marchera pas. On a vu en Grèce, on a vu ailleurs. Donc, il faut bien entendu une rigueur dans la mesure où il faut optimiser la dépense publique. C'est pas forcément la baisser pour la baisser. Il faut améliorer son fonctionnement. Et aujourd'hui, on a un poids des dépenses publiques en France, environ 57% du PIB, un niveau les plus élevés du monde. Et on a seulement 0,4% de croissance par an depuis 2008. On a presque plus de 6 millions de chômeurs, si on regarde toutes catégories. Donc, ça veut dire qu'il faut optimiser cette dépense. On en a beaucoup, donc il faut l'améliorer. Là, je pense qu'on a ce point de vue-là. Et derrière, aussi, certainement une baisse d'impôts. Mais thérapie de choc, quand même, c'est ce que j'ai entendu. Et du coup, Jean-Claude Mailly, vous aviez manifesté contre la loi du travail. C'est évidemment ce que vous racontez notamment dans votre livre. Mais finalement, c'était peut-être pas si dur à côté de ce que va proposer François Fillon. C'était une loi de gauche peut-être par rapport au programme de François Fillon. Non, moi je maintiens ce que nous avons dit. Enfin, c'est pas que la loi travail. La loi travail n'est pas arrivée non plus dans son contenu. Je parle par hasard. Je rappelle par exemple que tout ce qui est décentralisation de la négociation, plus au niveau des entreprises qu'au niveau national, c'est à la fois décidé au niveau européen. Ça s'est passé en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Finlande, etc. Donc c'est une dynamique libérale au sens économique. Donc ça, je continue à contester que c'est une erreur. Il fallait pas entrouvrir une porte, ce que fait la loi travail, qui peut demain être complètement ouverte. Moi, je considère que c'est un programme très libéral. Enfin, je vais prendre un exemple ou deux. De dire, par exemple, il y a des choses qui sont fausses en plus. De dire que la dépense publique a explosé ces dernières années, c'est pas vrai. Le rythme de croissance de la dépense publique a été divisé par 3 depuis 2012. Oui, mais elle a comment augmenté quand même 1,2. Oui, mais elle a divisé par 3. Et il y a eu énormément d'économies qui a été faite. Elle a baissé dans la fonction, dans l'administration de l'État, etc. Ça a baissé, c'est tendu, très tendu dans les hôpitaux. Bon, plutôt que de dire, allez, asséner, attendez, moi aussi, je suis un peu philosophe, je fais la part des choses entre une campagne, c'est l'expérience, une campagne pour une primaire, et après on verra, il sera candidat, ce qu'il dira. Vous pensez que François Fillon peut, arrondir son programme ? J'espère. Il a commencé un peu sur l'assurance maladie, mais insuffisamment. Donc on verra là, dans les semaines, les mois à venir. Bon, puis l'élection présidentielle n'est pas faite d'une manière ou d'une autre. Mais asséner, par exemple, 500 000 fonctionnaires, faut arrêter avec des chiffres comme ça. Je pense que l'urgence, par exemple, c'est pas la première fois que je dis ça. Nous, on voudrait qu'il y ait un débat sur quel est le rôle, quelles sont les missions du service public. Après, on discute du périmètre, après on discute de qui gère quoi, parce que si moi j'ai pas la religion des 57%, quoi. Les dépenses. Non, mais je veux dire les dépenses. Point de départ. non, mais les dépenses de santé la santé, c'est indispensable. Ça, oui, on est bien sûr, mais faut pas baisser la dépense pour baisser la dépense. Non, mais les dépenses de santé aux États-Unis, les gens dépensent plus pour leur santé. Bon, c'est pas comptabilisé dans les prélèvements obligatoires parce que c'est privé. Bon, voilà, mais les dépenses ont lieu quand même et elles sont plus inégalitaires. Donc, il faut regarder tout ça. Quelles sont les missions? Quel est le rôle du service public? Après, on regarde comment c'est organisé, etc. Mais au moins qu'on travaille sur le fond avant de balancer des chiffres, 500 000, qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, 500 000 fonctionnaires, c'est vrai que c'est un petit côté, on balance à la figure le nombre de fonctionnaires. Pendant la campagne des primaires, c'était un peu ça. On est passé de 250 000 à 500 000. Il y a une petite erreur de sémantique. Je pense qu'il ne faut pas faire une guerre
guerre contre les fonctionnaires, contre le privé. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, souvent, on a vu, quand on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, on le remplace par un privé. Donc la dépense, elle est maintenue finalement. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre compte. C'est que quand on supprime, on ne va pas licencier des fonctionnaires, on n'a pas le droit de le faire. Simplement, certains qui partent à la retraite, on ne les remplacera pas par des fonctionnaires. Donc il y aura quand même une mission qui sera de ce point de vue-là assurée. Donc là, par contre, je pense qu'il y a un problème effectivement de sémantique qu'il faut améliorer. Par contre, il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur ce 57%, qui est quand même beaucoup. C'est presque 60%. Donc là, on a un problème mathématique. On ne peut pas limiter les dépenses de l'État. On ne peut pas financer 57% de dépenses publiques par 43% de secteur privé. Vous voyez, c'est juste un problème mathématique très simple. Le vrai enjeu, c'est que si je nous compare à nos voisins européens, la moyenne de la zone euro, c'est 48%. En Allemagne, c'est 44%. Donc je ne dis pas qu'on doit descendre jusque-là, mais simplement c'est là où je ne pense pas que ce sera Thatcher, mais il faut plus descendre vers un niveau de 50%, et c'est là où on tombe. 57 à 50%, ça veut dire à peu près 100 milliards d'euros, et je suis entièrement d'accord, il ne faut pas toucher notamment à la santé, parce que la santé, une bonne santé entre guillemets, c'est la force d'un pays, d'une économie. Par contre, il faut améliorer, c'est-à-dire que notamment depuis 10 ans, les dépenses de fonctionnement, donc là oui c'est pas la santé, c'est le fonctionnement, ont augmenté de 10 milliards d'euros par an. C'est là où on a le trop plein, les 100 milliards, ils sont là. Jean-Claude Bailly, c'est là. En même temps, quand vous regardez, par exemple, prenons les collectivités territoriales. Oui, qui vont être immédiatement ciblés, mais qui l'ont déjà été. Mais qui l'ont déjà été. Enfin, que font les conseils départementaux aujourd'hui? Ils ont serré à la fois sur la base salariale, ils ont serré aussi sur des missions d'aide sociale, etc., parce qu'ils n'ont plus les moyens. Alors plutôt que d'avoir dit il faut baisser, mais baisser pourquoi faire? Parce que si demain certaines missions, qui sont des missions de service, que nous on peut considérer, comme les citoyens, comme des missions de service public, elles sont rendues ou par des associations ou par des entreprises privées, est-ce que ça répondra encore à une mission de service public? Moi, je n'en suis pas certain de ça. Donc on ait ce débat sur c'est quoi le service public, quelle mission ça doit remplir. Après on regarde, mais on commence pas par asséner des chiffres. C'est l'augmentation du temps de travail. On finit complètement l'époque des 35 heures, on passe aux 39 heures dans la fonction publique, payé 37, ou en tout cas négocier, et globalement, dans les entreprises privées, on finit et on ferme la porte aux 35 heures. Alors, ça a l'air joli sur le papier, mais techniquement, c'est pas facile à mettre en place. Là aussi, le vrai enjeu, encore une fois, c'est qu'il faut donner plus de liberté. C'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler 35 heures, on va le laisser travailler 35 heures. Ce qui va être enlevé, vraisemblablement, c'est le caractère obligatoire des 35 heures. On sait très bien que pour des grandes entreprises, par exemple, ça peut passer pour une PME, les 35 heures, c'est extrêmement compliqué. Ça peut, des fois, nuire à la bonne marche de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, on va permettre ceux qui veulent travailler 35 heures, même 32, pourquoi pas, mais ils seront payés en conséquence. Par contre, ceux qui veulent, et c'est là où on va donner le choix, travailler plus, alors là, effectivement, il y aura une dynamique. Et c'est ça l'important. C'est pas la rigueur pour la rigueur, parce que si je travaille plus et que je gagne plus, c'était un slogan il y a quelques années, donc il n'a pas forcément fonctionné, mais néanmoins, ça donne du pouvoir d'achat. Donc c'est là aussi quand on parle aussi sur le coût du travail, on dit on veut baisser le coût du travail, ça ne veut pas dire baisser les salaires, ça veut dire baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Et donc, le salaire net pourrait même augmenter. Donc c'est là le enjeu, donner effectivement du pouvoir d'achat. Je pense que l'histoire des 35 heures, c'est devenu un débat idéologique hors du réel. Franchement, c'est hors du réel. Dans les grandes entreprises, là où les syndicats sont présents, il y a des négociations, il y a eu de la modulation, il y a eu de l'annualisation, il y a de la flexibilité, etc., permises d'ailleurs par les 35 heures quand elles ont été mises en place, il faut bien en avoir conscience. La durée effective du travail moyenne. Donc c'est juste un slogan, vous voulez dire. En fait, c'est déjà fait. C'est un affichage. C'est un affichage. La durée effective réelle du travail, en moyenne bien entendu, elle est de 40 heures. Ça veut dire, c'est quoi l'importance des 35 heures? L'importance des 35 heures d'une durée légale, c'est que c'est là, c'est le seuil de déclenchement pour les heures supplémentaires. C'est ça. Sinon, ça ne sert à rien. Si les gens veulent travailler à 32 heures... Donc il n'y a plus d'heures supplémentaires après 35 heures, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, elles peuvent se négocier. Oui, elles se négocient. Elles se négocient par entreprise. Oui, mais là, c'est même plus négocié. Enfin, c'est même plus négocié, puisque dans... comment on va faire demain? Puisque dans le programme, on supprime les seuils pour les délégués du personnel, on le monte de 10 à 50, on monte le seuil pour les comités d'entreprise de 50 à 100. Ça, c'est dans le programme de François Fillon, oui, je précise. Donc, après, qui va discuter? Donc, comment on va faire ça? Le seul limite qu'il y aurait, d'abord, il n'y a pas le choix, puisque c'est une limite européenne. C'est 48 heures maximum par semaine. Aujourd'hui, on peut travailler 44, 46 heures sur 12 semaines, etc. La flexibilité, elle existe. Je pense vraiment pas que c'est un problème d'urgence. Un petit peu injuste. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui va travailler plus aujourd'hui, malheureusement, notamment les cadres, je parle, finalement, ils ne seront pas payés daventage. Alors que si justement vous libérez ce nombre d'heures travaillées, beaucoup plus, c'est ce que je vous dis. Par contre, ils ont des jours de RTT. Je souhaite bien du courage à ceux qui voudraient supprimer les jours de RTT. Voilà. Est-ce qu'on enlève les jours de RTT? On va supprimer, mais il faut, si vous voulez, une meilleure, on verra dans le détail, mais il faut une meilleure égalisation, une meilleure correspondance entre le travail qui est effectué et les salaires
qui rémunère ce travail. Un salaire, il ne faut pas l'oublier, il rémunère effectivement le travail. Et c'est là où, la globalement, aujourd'hui... du forfait jour, ça a été les jours de RTT. Bah, oui, les cadres, aujourd'hui, ils y tiennent. Hein, non, mais c'est sûr, mais le vrai enjeu, là aussi, il faut être honnête, c'est que on a plus de loisirs. On nous disait, le 35 heures, c'est bien, on aura plus de loisirs. Oui, mais si j'ai pas de pouvoir d'achat, comment je coupe mes loisirs? En regardant la télé? Il y a BFM, c'est très bien. Il faut payer les heures sup, ça fait du pouvoir d'achat. C'est là le vrai enjeu, c'est qu'on doit avoir une meilleure... Si on paye là, on va pas payer, on va enlever des RTT. Bah oui, garder dans la fonction publique, on va, encore une fois, baisser les charges, donc ça augmentera les salaires nets, et ceux qui travailleront davantage, finalement, ils auront ces salaires supplémentaires. Notamment au niveau, là je parle plus également des employés, des ouvriers, où on aura cette rémunération supplémentaire. Quand vous regardez, y compris ce qu'on appelle les charges ou les cotisations patronales, aujourd'hui au SMIC, sur la sécurité sociale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune cotisation au SMIC. Il n'y a plus aucune. Il crée d'ailleurs des poches à précarité. On a envie de payer les gens SMIC. Il faut qu'ils soient payés davantage. Alors après, c'est dégressif jusqu'à 1,6 SMIC. C'était Fillon, d'ailleurs, ministre du Travail, qui avait fait ça. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, si on additionne, alors il y a eu des augmentations il y a quelques années, mais si on additionne sur 4 ans, en cumul, j'ai introduit 2017, la somme du crédit d'impôt compétitivité emploi et du pacte de responsabilité, en cumul, ça fait 110 milliards. En cumul, c'est pas rien. Bon, moi je ne crois pas, franchement, je ne crois pas à une dynamique qui ferait que si on baisse les cotisations, etc., on va relancer la machine. Alors justement, est-ce que ça veut dire, moi je veux savoir, est-ce que ça veut dire que ce programme tel qu'il est aujourd'hui, qui peut être modifié peut-être un peu pendant la campagne électorale, notamment avec des rendez-vous avec les syndicats, vous en avez prévu? Gérard Larcher doit vous Oui, la recevoir, semaine prochaine, il a demandé à me voir. Président du Sénat. Les autres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un des rendez-vous qui est prévu. Ça va créer de l'emploi concrètement. Oui, je pense parce que, encore une fois, vous nous dites, c'est ça, oui, ça le va créer de principe l'emploi. d'une thérapie de choc, c'est que on a plusieurs médicaments à la fois. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas juste un problème sur les charges, juste un problème sur les dépenses de fonctionnement. Il y a la hausse de la TVA aussi, 2 points de plus. Là, je suis contre, justement, il ne faut pas augmenter le taux de TVA. C'est l'idée de TVA sociale qui est une bonne idée. C'est-à-dire on va faire payer effectivement le fonctionnement d'une partie de la sécurité sociale sur la consommation, donc la TVA, plutôt que sur le travail, ce qui est une bonne idée. Mais il ne faut pas augmenter le taux de TVA parce que sinon ça va grever le pouvoir d'achat. Donc là, il faudra certainement en reparler. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il y a aussi une baisse de l'impôt sur les sociétés, également sur la CSG. Moi, j'appelle une baisse de la CSG globale pour tous les Français. Et là, on crée un électrochoc de confiance. Et là, à ce moment-là, il y a à la fois effectivement ces mesures pour l'emploi, mais également ces mesures pour l'investissement, pour le pouvoir d'achat. Et là, on crée des emplois. Donc, effectivement, il faut un effet de confiance. Et à ce moment-là, c'est toujours ce qui s'est passé. Qu'on prenne Schröder, par exemple. Il y a eu cet effet de confiance qui ne va pas arriver en 5 minutes et qui génère de la croissance. Le mot de la fin. On vit pas dans, enfin, vous le savez aussi bien que moi, on vit pas dans un monde fermé. Donc, mettre une thérapie de choc pour pas se planter de médicaments, parce qu'on peut être malade. On est d'accord. Mais premièrement, pas de thérapie du tout. Deuxièmement, il faut voir ce que font les autres à côté. Quand Schröder, les syndicat allemand était critique, a mis en place son système, il y avait une reprise ailleurs. Ouais. Là, on n'est pas dans cette situation. Donc, on peut faire une thérapie de choc. S'il n'y a pas de reprise ailleurs, on va se planter. On a quand même 3% de croissance mondiale. Il faudrait qu'on en profite parce que nous, on a 0,4% depuis 10 ans. On n'aura pas d'augmentation des taux mais quand on est aussi sur la discussion sur l'impôt sur les sociétés, il y a un vrai travail à faire au niveau européen. Les États se livrent une concurrence de dumping sur la fiscalité. Là, il y a des décisions à prendre au niveau européen. Moi, j'attends du futur président de la République, quel qu'il soit, qu'il sache dire oui, y compris au niveau européen, mais qu'il sache aussi dire non. Parfois, ce serait important. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est le 20h 2017 avec Alain Marchal.